Bonjour Vincent et merci de nous accorder un petit peu de temps pour parler de la GTC qui a lieu la semaine prochaine à Paris. Je pense que les lecteurs de RA Pro seront très intéressés parce que on a parlé beaucoup de technologies immersives ces derniers mois. Nvidia a fait des annonces assez extraordinaires. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Alors, Vincent Nguyen, donc moi, je fais partie des anciens de chez Nvidia, puisque j'ai rejoint la société il y a déjà plus de 20 ans. Mon activité sur les dernières années s'est focalisée sur ce qu'on appelle les produits embarqués. Les produits embarqués, ce sont des petits systèmes qui ont des capacités calculatoires, alors au début qui étaient utilisés pour du graphique, et qui depuis maintenant déjà un certain nombre d'années sont utilisés pour des applications d'intelligence artificielle. Dans les produits embarqués, on a par exemple les smart caméras, on va avoir évidemment les robots et tout ce genre d'applications. Voilà. Donc moi j'ai une casquette un petit peu assez technique quand même fondamentalement, puisque mon rôle c'est d'accompagner les clients dans le choix des technologies parce que ce sont des produits qui sont quand même relativement complexes à comprendre et à mettre en œuvre. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la GTC, s'il y en a, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que cet événement? Alors, c'est un événement qui est à destination des ingénieurs. Donc, GTC, c'est GPU Technologie Conférence. Le terme GPU est un terme qui a d'abord été utilisé il y a déjà un certain nombre d'années pour désigner ce que c'est que les Graphics Processing Unit et qui est devenu avec le temps maintenant plutôt des unités de calcul un petit peu généralistes qui sont utilisées dans plein de cas d'usage. Donc on adresse quasiment tous les verticaux possibles dans toutes les industries, médicales, industrielles, retail, etc., etc. Et cetera. Et la GTC d'origine, celle qui a été développée et enfin, présentée aux États-Unis à l'origine, c'est un salon dans lequel il y a plusieurs sessions techniques de 20 minutes à 40 minutes avec des niveaux d'expertise variables, où les clients et surtout les ingénieurs peuvent venir pour être exposés à ces cas d'usage et à ces démonstrations techniques. Voilà. Donc c'est vraiment un salon sur lequel les ingénieurs sont les bienvenus et pendant lequel il y a pas mal de sujets pointus qui sont abordés, certains par des partenaires Nvidia, donc des clients qui vont expliciter, expliquer comment ils ont procédé et quel est je dirais, leur cas d'usage et leur implémentation technique, et certaines sessions par des employés NVIDIA. Là, c'est les équipes généralement de recherche et développement qui vont présenter l'état de l'art dans différents sujets. En particulier, récemment, puisqu'il y a un gros focus sur ce point-là, la robotique, les technologies immersives. Alors, c'est clair que la robotique, sur les deux dernières éditions, en tout cas celle des États-Unis et celle de Taipei, la robotique a vraiment été au cœur de la discussion. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que les technologies immersives peuvent faire pour la robotique, pour l'entraînement des robots? Quels sont les avantages? Alors déjà, avant d'aller sur les technologies immersives en tant que telles, j'ai juste articulé la manière dont, du point de vue de NVIDIA, le développement des robots doit se faire. Donc en fait, aujourd'hui, il y a trois grandes classes de problèmes qui doivent être résolus pour pouvoir développer un robot. Je laisse de côté la partie mécatronics, je vais uniquement me focaliser sur la partie cognitive. Donc ces trois grandes classes de problèmes, on les divise donc en trois grandes parties. La première, c'est l'entraînement des réseaux de neurones. Les réseaux de neurones, l'intelligence artificielle, on doit prendre en fait un modèle de réseau neuronal artificiel et ensuite on doit l'entraîner à réaliser une tâche donnée. Ça, ce sont des choses qui nécessitent des puissances de calcul relativement importantes. On les connaît dans les LLM, par exemple, c'est extrêmement typique, mais dans les robots, c'est la même chose. Le deuxième élément, c'est la partie inférence, c'est-à-dire le fait de pouvoir exécuter ces modèles dans des systèmes qui vont être embarqués eux-mêmes physiquement dans les robots, principalement pour des raisons de latence. On ne peut pas envoyer dans le cloud des éléments d'inférence parce qu'à ce moment-là, on a des retards. Alors on peut pour certaines fonctions, mais pour d'autres, tout ce qui est navigation et motricité, par exemple, on ne peut pas. Et le troisième élément, alors normalement il est en position 2 dans nos présentations classiques, mais je le mets en troisième dans le cadre de cette discussion, c'est la notion de simulation. Un robot, c'est cher. C'est extrêmement cher à développer. Le nombre de prototypes des robots existants, en règle générale, sont limités. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'un robot, il est physique et limité par son environnement et en particulier par des contraintes physiques, à savoir la vitesse. Un robot, lorsqu'on commence à le développer, ne va pas rouler, enfin, ne va pas fonctionner à ses vitesses nominales. Et donc là, on entre dans une phase où il est absolument indispensable d'avoir des outils de simulation. Ces outils de simulation, ils vont avoir deux objectifs. Le premier déjà, c'est de pouvoir multiplier les robots, entre guillemets, virtuels, de façon à en avoir beaucoup plus à sa disposition pour pouvoir simuler différents scénarios. Le deuxième élément qui est important dans le cadre de la simulation, c'est le besoin de pouvoir faire en sorte que ces robots vont
apprendre dans un environnement qui est le plus proche possible de l'environnement réel. Et cet environnement réel, stimulé va être utilisé comme base de données illimitée pour l'entraînement, donc le premier point que j'ai mentionné tout à l'heure, des réseaux neuronaux dans le cadre de l'intelligence artificielle. Exemple, faire apprendre à marcher un robot. Si vous faites ça en physique dans le monde réel, votre robot va se casser la figure à peu près tout le temps, tandis que dans le monde virtuel, on va pouvoir déployer des centaines de robots virtuels sur des centaines d'escaliers, d'environnements physiques différents, pour que le robot puisse interpréter les différents capteurs virtuels et corriger son fonctionnement, ce qu'on appelle le reinforcement learning, dans les applications. Alors ça, on utilise pour ça des environnements virtuels qui sont multiples. Alors, si on regarde un petit peu je dirais la big picture, comme on dit en anglais, on a une architecture logicielle, une offre logicielle qui s'appelle Omniverse, qui est en fait cross business unit. C'est-à-dire qu'Omniverse, c'est vraiment la colonne vertébrale de l'ensemble des produits logiciels que l'on développe aujourd'hui dans le cadre des technologies immersives et dans le cadre de tout ce qui est simulation. C'est utilisé dans le cadre de tout ce qui est CAO, DAO, par exemple. Les clients qui font de la conception de véhicules ou de turbines ou d'avions vont utiliser Omniverse, une certaine partie d'Omniverse pour des parties de simulation physique. Puis il y en a d'autres, dans le cadre de la voiture autonome, par exemple, qui vont utiliser Omniverse pour la partie simulation de véhicules sur les routes. Et enfin, on a la partie robotique sur laquelle on va utiliser Omniverse pour développer ces outils, ces environnements, ces mondes virtuels. Voilà. Donc là, actuellement, ce que j'ai décrit, c'est des mondes simulés. Ces mondes simulés, alors il y a plusieurs éléments. On va déjà avoir une partie sur laquelle on va avoir une simulation technique de l'environnement avec des parties algorithmiques, ce qu'on appelle la simulation calculatoire, enfin, ce que j'appelle moi la simulation calculatoire, bien sûr que ce soit un terme très, très normalisé. Typiquement, par exemple, mécanique des fluides, on va faire des éléments finis pour pouvoir calculer comment les fluides se déplacent. Et puis ensuite, on va avoir une partie générative qui va utiliser l'intelligence artificielle, ce que nous on appelle Cosmos, pour générer des données de manière illimitée dans le cadre de l'entraînement des robots. Un exemple, on a une partie simulatoire qui va donner l'environnement physique et le comportement physique des différents objets, et on a une partie générative, basée sur l'IA, qui va créer tout un ensemble de mondes virtuels dans des conditions complètement différentes, avec de la neige, de la pluie, avec des objets qui ne sont pas forcément des mêmes environnements. On va créer par exemple, je ne sais pas, du mobilier type Renaissance, et puis d'un autre côté, on va créer du mobilier type urbain, mais à la base, c'est la même source. Les robots vont évoluer dans cet univers, Maintenant, les robots, c'est intéressant de pouvoir leur faire apprendre, mais à un moment ou un autre, il faut quand même qu'on soit en capacité de leur faire réaliser des cas d'usage et des actions bien spécifiques. Et ces actions spécifiques, il faut leur apprendre exactement ce que l'on veut faire. Et là, on arrive à le troisième élément qui est la partie immersive. Lorsque l'on veut apprendre un robot à faire une tâche bien spécifique, répétitive. Par exemple, dans le cadre de l'industriel, on a souvent la notion de ce qu'on appelle le pick and place, c'est-à-dire j'ai un robot qui va prendre un objet dans un panier et va le positionner à un autre endroit. Une tâche extrêmement simple comme ça, dite comme ça, mais en fait beaucoup plus compliquée à réaliser pour un robot parce que les objets sont dans un panier, peuvent être complètement en vrac. Et il y a tout plein d'algorithmes qui ont été développés sur les 10-15 dernières années pour permettre de détecter les objets et de changer quelle que soit leur orientation et de pouvoir les prendre. Mais ça, on est sur des algorithmes traditionnels, ce qui veut dire qu'à chaque fois que l'on veut introduire un nouvel objet, il faut reprogrammer l'algorithmique, ce qui est quand même relativement. On va utiliser dans le cadre de Omniverse et de Cosmos la notion de réplication. Alors, réplication, ça veut dire qu'en fait, on va avoir un opérateur humain qui va agir en tant que robot virtuel pour prendre un objet et le positionner. Reprendre un objet et le positionner. Donc, on a, par exemple, alors, on est encore dans les prémices de la technologie aujourd'hui. On utilise par exemple aujourd'hui un Apple Vision pour faire en sorte qu'un téléopérateur prenne justement ces objets, réalise la tâche qu'il souhaiterait faire au robot. Donc j'ai pris l'exemple de l'objet, mais ça peut être autre chose. Par exemple, prendre un câble réseau et le plugger sur un switch réseau, sachant que le switch réseau peut être à un endroit différent et que, mine de rien, brancher une prise réseau, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe. Nous, au niveau des mains, on a un nombre de degrés de liberté qui est extrêmement élevé, donc on peut à peu près brancher comme on veut, dans n'importe quel sens qu'on veut. On a aussi une coordination œil-main
qui fait qu'on est capable de le faire. Il faut apprendre au robot à le faire. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir l'optéléopérateur qui va faire cette opération dans l'environnement virtuel. Donc il va voir projeter dans son casque l'environnement virtuel. Il va voir dans un premier temps des objets physiques devant lui, donc il va prendre les objets physiques et il va les positionner. On va avoir un système de capteurs qui va enregistrer. Donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, ça va être de dire, maintenant, on va travailler uniquement dans un environnement complètement virtuel. C'est-à-dire qu'on ne prend plus des objets physiques, on prend des objets virtuels. L'intérêt des objets virtuels, c'est que du coup, on peut les multiplier. On peut multiplier le nombre d'objets qu'il y a, leur position, et l'opérateur va prendre ces objets virtuels et les déplacer. Et le robot, ensuite, on va utiliser toutes les données qui ont été générées par cette phase de capture pour donner des éléments d'apprentissage au robot. Et ensuite, on a des systèmes automatiques pour faire en sorte que la simulation puisse procéder pour l'entraînement de ce qu'on appelle les réseaux neuronaux. Alors, tu l'as dit, on voit que c'est vraiment une complémentarité entre le physique et le virtuel. Les deux s'alimentent, ce qui est assez étonnant. C'est une manière assez, enfin, une manière très nouvelle d'entraîner des robots. Euh, on a parlé de réalité virtuelle, on peut parler un petit peu aussi de réalité augmentée. Tu l'as un petit peu abordé en indiquant le Vision Pro et puis le passage des objets réels aux objets virtuels. Comment tu vois, toi, l'utilisation de la réalité augmentée dans ce cadre de l'entraînement ou de l'opération des robots? Est-ce que vous y travaillez et pour imaginer quelle piste? Alors, déjà dans un premier temps, aujourd'hui, la focalisation de NVIDIA, c'est de développer des technologies pour rendre des robots autonomes. Donc c'est vrai que nous, en tant qu'NVIDIA, on va principalement se focaliser sur le développement de solutions et d'outils qui vont permettre d'atteindre cet objectif. Donc ça passe principalement aujourd'hui, tout ce qui est réalité augmentée et tout ce qui est réalité virtuelle, passe par cette notion enfin, cet objectif de générer de la donnée. Fondamentalement, c'est ça. Un réseau neuronal, pour l'entraîner, il lui faut de la donnée. Il lui faut de la donnée qui soit annotée. Alors, pour faire une petite aparté, les réseaux neuronaux, grosso modo, on doit les entraîner avec des données, et ces données doivent avoir ce qu'on appelle la ground truth en anglais, c'est-à-dire la vérité vraie. La vérité vraie, c'est qu'est-ce que représentent ces données. Jusqu'à quelques années, cette grande trousse, elle était faite manuellement par des humains pour déterminer, voilà, sur une photo, voilà, ça c'est un chat, ça c'est un chien, ce genre de choses. Extrêmement chronophage et surtout très limité en termes de capacité de génération de la donnée. À partir du moment où on passe dans la simulation, la génération de données, elle est illimitée. Et on est limité en fait par la limitation de la simulation. Donc, quelle est la capacité de la simulation à rendre des données à générer des données qui sont photoréalistiques, au niveau des capteurs caméra, mais aussi tout ce qui est radar, lidar, enfin, qui soit unifié par rapport aux différents capteurs. Et donc, c'est pour ça qu'on utilise Generative AI avec Cosmos dans le cadre de Omniverse. Et c'est la même chose avec les technologies immersives. Le but que l'on a sur le court terme, c'est en tout cas de faire en sorte que la génération des données par rapport à un cas d'usage bien précis, l'apprentissage, soit maximisée. Donc ça va être notre focus. C'est comme ça qu'on opère. Maintenant, ça c'est au niveau des technologies. Maintenant, il y a beaucoup de cas d'usage robotisés pour lesquels la notion de téléopération est néanmoins relativement importante. Donc là, on sort un petit peu du cadre, je dirais, de l'Omniverse. On va rentrer plutôt dans le cadre alors principalement médical, par exemple, hein, pour lequel la téléopération, c'est un élément clé parce qu'on ne va pas, en tout cas pas sur le court terme, confier à un robot automatisé la réalisation de certaines tâches qui sont, je dirais, critiques. Et en téléopération, par exemple, c'est un cas vraiment très concret sur lequel on a des bras robotisés qui vont effectuer des opérations je dirais, chirurgicales extrêmement pointues, avec en fait un chirurgien qui lui est à distance, alors soit proche, soit beaucoup beaucoup plus loin, quelques centaines de kilomètres, voire plusieurs milliers de kilomètres, pour réaliser ces opérations. Donc là, on est dans le domaine de la téléopération. On sort un petit peu du cadre de Omniverse, même si dans la pratique, on s'aperçoit qu'il y a des besoins qui sont relativement similaires. Par exemple, les notions de latence, hein, ce qu'on appelle le glass-to-glass. Le glass-to-glass, c'est lorsque les photons arrivent sur la caméra et les photons arrivent et l'image est générée sur le pixel. Alors soit dans le casque réalité virtuelle, soit sur un écran. Cette notion de latence glass-to-glass est un élément qui est absolument crucial dans le cadre de tout ce qui est téléopération et réalité augmentée. Ça l'est moins, par exemple, dans le cadre de l'apprentissage. Le glass-to-glass, on peut avoir un peu plus de latence lorsque l'objectif c'est de générer de la donnée, et donc en fait on va pas forcément fonctionner à la même vitesse. L'opérateur va être entraîné pour prendre en compte la latence et ne pas être affecté par ça. Mais
dans certains cas, effectivement, la téléopération devient un élément clé. Et dans le cadre de la téléopération, on va voir la réalité augmentée avec l'affichage de tout un ensemble de données vitales ou pas pour aider le téléopérateur. Un autre cas d'usage, on a d'ailleurs une société française assez connue qui s'appelle Light and Shadow, qui, il y a quelques années de ça, et le cœur de métier, c'était la réalisation d'environnements virtuels en réalité augmentée pour l'apprentissage des techniques liées aux interventions dans des environnements exigus. Par exemple, intervenir sur un sous-marin. Parfois, c'est pas très très évident et c'est pas forcément facile de former les opérateurs à pouvoir intervenir dans des environnements qui sont extrêmement exigus. Pour comment passer les objets, ça paraît bête comme ça, mais certains des outils sont relativement longs. Et puis, dans un sous-marin, il n'y a pas beaucoup de place, donc on doit essayer d'apprendre à placer les objets. Et ils avaient développé des technologies de réalité augmentée dans cette optique-là, avec affichage en tête haute. Alors, à l'époque, ils utilisaient des systèmes qui étaient un peu différents parce qu'on n'avait pas les mêmes technologies disponibles en termes d'affichage, mais la logique est la même, c'est rendre un système virtuel et utiliser des outils virtuels de façon à vérifier, bah là, oh, je passe, ah non, il faut que je tourne l'outil de telle manière, de façon à pouvoir passer l'outil de telle manière dans un environnement exigu. Et bah là, évidemment, on est en plein dans la partie augmentée, puisqu'on a des outils physiques en main, que l'on doit implanter dans un environnement virtuel qui est le rendu du sous-marin, par exemple. Donc ça donne beaucoup de choses à faire, c'est très bien, ça donne beaucoup de perspectives pour l'avenir. Est-ce que tu peux, pour conclure, Vincent, nous parler un petit peu des annonces qui seront faites au cours de la GTC? Alors, je te demande pas d'exclusivité et de trahir des secrets, hein, mais quelles Voilà. vont être les grandes lignes annoncées au cours de cet événement qui se tiendra, on le rappelle, hein, la semaine prochaine à Paris? Voilà, donc à Paris, à la porte des expositions, en parallèle avec Vivatech. Alors, les annonces, on va dire, c'est le privilège de Jensen pendant la keynote. Donc, en ce qui concerne le contenu de ce qui va être annoncé, bon, c'est Jensen qui fera les annonces. Et d'ailleurs, ça peut changer à la dernière minute, donc je ne pourrais pas malheureusement donner d'éléments concrets aux spectateurs à ce sujet. J'ai essayé, hein. Voilà, oui, ça. En revanche, très clairement, simplement en termes de stratégie, si on regarde un petit peu la direction dans laquelle on part, d'ailleurs, ça a été, je dirais, bien analysé à plusieurs reprises par les investisseurs, par des analystes. Le positionnement de Nvidia, c'est vraiment physical AI, parce que le principe aujourd'hui, on est bon. C'est pas un secret, on est majoritaire pour tout ce qui est IA dans les chatbots, dans les data centers, les LLM, Generative AI, etc., etc. Mais ça, c'est un marché qui a un énorme potentiel. Mais l'idée de Jensen derrière, c'est de se positionner sur, comme il dit en anglais, the next wave. C'est quelle est la vague d'après. Et là, il essaye toujours d'être extrêmement visionnaire et de se projeter dans le temps pour déterminer ce qui va être important. Et ce qui est important de son point de vue, c'est le physical AI, c'est-à-dire d'avoir des robots, quel kit que ce soit d'ailleurs. Alors quand on dit robot, on pense en bas de la lune, mais pas que. Ça peut être des robots industriels, ça peut être les aspirateurs robots, les voitures quelque part. En gros, n'importe quel système automatisé qui bouge ou qui interagit avec son environnement. Et toute la stratégie NVIDIA est articulée autour de ça. Si on regarde les annonces, si on regarde le contenu de GTC, on a la notion de digital twin, par exemple. La notion de digital twin, c'est la notion de créer des univers virtuels qui sont des clones numériques d'un environnement, des usines, par exemple, pour pouvoir simuler tous les flux de façon à faciliter et accélérer le déploiement de robots physiques. Parce que bah, le marché pour les robots physiques, du point de vue de NVIDIA, il est absolument colossal. On pense évidemment aux robots industriels, mais il n'y a pas que. Les robots de service, on va avoir certains partenaires qui seront présents avec des démonstrateurs de robots de service, qui aujourd'hui effectivement relèvent de la science-fiction. Enfin, on pense toujours à, je dirais, iRobot comme film ou ce genre de choses, mais à un horizon pas si lointain que ça, quand on regarde un petit peu les progrès qui ont été réalisés, ne sont pas complètement irréalistes. Donc, on va vraiment être focalisé autour de Physical AI et de tous les outils afférents à la réalisation des solutions de Physical AI. Eh bien, merci beaucoup, Vincent, de nous avoir accordé du temps. On se donne tous rendez-vous donc la semaine prochaine pour la GTC Paris. Dans le cadre de Viva Technologies. Ce sera un plaisir de retrouver toutes ces innovations et puis, comme tu l'as dit, hein, d'imaginer un peu les pistes d'avenir et de développement. Merci Voilà. beaucoup. Merci, bonne journée.